Bonsoir déjà à tous et tous. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Un grand merci d'être venu ce soir pouvoir fêter cette nouvelle année qui est déjà bien entamée. J'espère que vous avez évité la grippe parce que on a un certain nombre soit à l'avoir eu, soit à se poser la question quand on va l'avoir. En tout cas, merci. Ce soir, je vais laisser la parole à Christophe Carrère qui est élu à Crosne, également communauté d'agglo Vallières-Val de Seine, et à Céline Samplinski qui est ma suppléante, également élue à Montgeron et également à la communauté d'agglo Vallières-Val de Seine. J'ai voulu leur laisser la parole ce soir parce que on vit un moment assez particulier dans notre pays, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social. Et bien évidemment, vous avez un rôle déterminant, mais les élus aussi ont un rôle déterminant dans les suites qui vont arriver dans les mois, dans les années à venir aussi. Et donc, ça me paraissait important de leur laisser aussi la parole et de pouvoir aussi leur parler, eux, du territoire, de là où ils vivent, de là où nous vivons, parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein de belles choses à faire. Je pense que vous l'avez vu aussi, on a un département qui est en train de couper petit à petit, on va dire, ces paiements ou ces, comment dire, en tout cas ce qui donnait sans obligation. Et donc, voilà, on a déjà réduit ces fromages ou desserts, par exemple, pour la cantine. C'est plusieurs dispositions qui ont été coupées, notamment, je pense au chèque taxi. Il y a également la prise en charge du bus pour les personnes retraitées. Voilà, toutes ces petites choses-là qui disparaissent petit à petit. Et maintenant, on le dit, il y a des solutions qui existent. Il suffit d'avoir un peu de courage. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Christophe Carrère qui vous en parlera un peu plus sur tous ces sujets-là. Christophe. Bien, bonsoir à toutes et à tous, monsieur le député, cher Béranger, chère Céline, chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs. Lorsque Béranger m'a proposé d'intervenir à la cérémonie des vœux pour cette nouvelle année 2025, sur le sens de l'engagement public, je n'avais pas compris que j'allais me retrouver en première partie et surtout avec la lourde responsabilité de chauffer la salle. Je me prête cependant avec grand plaisir à l'exercice, car dans le contexte politique actuel sur le périmètre de notre circonscription, les tribunes sont peu nombreuses et celle-ci est particulièrement bienvenue. Je m'efforce donc de respecter le temps imparti. Je connais Béranger depuis plus de 15 ans maintenant. C'est le syndicalisme qui a provoqué ou suscité notre rencontre. Et très vite, notre pragmatisme et notre humanité nous a amenés à travailler ensemble pour trouver des solutions aux problématiques du quotidien. J'étais à l'époque en charge du reclassement des agents déclarés inaptes et déjà, sans nous parler, nous comprenions les mêmes choses et avions les mêmes analyses. Cela nous a forcément rapprochés. Puisqu'il me faut donc parler un peu de moi, cela fait donc bientôt 49 ans que je vis à Crosne. Je suis arrivé ici avec mes parents à l'entrée du cours préparatoire à l'école Europe, devenue école Georges Brassens. Puis j'ai été scolarisé au collège Bellevue, devenu collège Bellevue Michel Berson, ancien député de gauche de cette circonscription, faut-il le rappeler. Et enfin au lycée expérimental de Montgeron, devenu depuis le lycée Rosa Parks, avant de poursuivre des études universitaires. Ce soir, Béranger m'a donc demandé de vous parler de mon engagement public, politique, syndical, associatif. Une soirée n'y suffirait pas, vous vous en doutez bien. N'écoutant donc que mon cœur et ma liberté de parole, j'ai donc décidé de vous faire une révélation. Pendant les premières années de ma scolarité, j'ai fait partie des enfants stigmatisés, isolés, écartés, moqués en raison de ce que le politiquement correct qualifie de surcharge pondérale. Et celle-ci ne m'a toujours pas quitté, comme vous pouvez constater. À l'époque, c'est pourtant les silences qui régnaient, et j'ai souvent souffert seul, ne comprenant pas ce mal-être qui m'envahissait, l'angoisse des rentrées scolaires, et je m'enfermais parfois sur moi-même. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris de quoi il s'agissait. Et figurez-vous que j'ai réussi à dépasser cette situation
et que je dois une partie de mon épanouissement aux nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer dans ma déjà longue vie, mais je le dois surtout à un homme politique de droite, un certain Alain Devaquet, qui, en 1986, année fondatrice pour moi, était alors ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur. À peine 16 ans donc, je connais donc mes premiers rassemblements lycéens à Montgeron, l'occupation des entrées pour convaincre les étudiants et les lycéens, puis les manifestations à Paris contre un projet de réforme des universités imposant la sélection. Projet qui sera retiré, puis finalement mis en place depuis, hélas. Cela me coûtera un redoublement de mon année de première, mais m'éveillera à mon environnement et au monde. Surtout après le drame de ce jeune étudiant de 22 ans, frappé à mort, Malik Oussekine, en décembre 1986. Je réalisais alors que la lutte collective, avec ces drames, pouvait aussi être source de conquête et de victoire. Ce premier engagement m'a ouvert les yeux sur le monde et, avec des moyens de communication de l'époque, je découvre l'horreur de ce qu'était réellement l'apartheid. Nelson Mandela en prison, cause à laquelle j'adhère immédiatement et que je soutiens sans faille. Dans le même temps, à Crône, sur un simple pari avec une camarade de classe, je crée une association en 1901 à tout juste 18 ans, au même moment où je décroche le bac. L'objectif était tout simplement de permettre à cette camarade de classe de valider son brevet d'État, car elle ne trouvait pas de stage dans les associations locales. Cette association est donc née, Déclic Sport, j'en parlais avec l'ancien Cronois il n'y a pas un instant dans la salle, Déclic Sport donc, et avait pour vocation première de faire découvrir les activités physiques et sportives aux plus jeunes dès 4 ans, et cette association comptera jusqu'à plus de 100 adhérents certaines années. Les portes s'ouvrent alors doucement, la découverte du monde du travail, le syndicalisme, la lutte contre les idées d'extrême droite et la politique m'amènent à devenir conseiller municipal en 1995. C'est un mandat électif au cours duquel j'ai découvert un univers fascinant, comprenant alors que les collectivités territoriales sont des maillons essentiels pour notre quotidien. Je renonce cependant à ce mandat en 2001, car, il faut le dire, celle qui était devenue maire après Michel Verson, avec une vision de l'engagement politique très opposée au mien. J'avais tendance à trop vouloir discuter, confronter les idées, et surtout, je voulais du débat et de la démocratie au sein de notre groupe. Cela dérangeait, donc acte. Qu'à cela ne tienne, je reste engagé et on me sollicite de nouveau en 2008. Me voilà donc propulsé adjoint au maire jusqu'en 2014, année où le maire sortant n'a pas été choisi par ses électrices et ses électeurs pour poursuivre un mandat qui lui avait pourtant été bien offert. Abandonné par une partie des anciens élus, j'occupe maintenant une place dans la minorité au conseil municipal et garde espoir de reprendre cette ville avec Crône en commun et les nombreux camarades qui se sont rassemblés après nos combats communs des 2 dernières élections législatives, sous la bannière de la NUPES, puis du nouveau Front populaire que nous ne voulons pas voir disparaître. Depuis 2020, avec Céline, avec François de Draveil et Karine de Brunois, puis Éric, qui l'a remplacé en tant qu'élu minoritaire à la communauté d'agglomération du Valdière-Val de Seine, nous bousculons les codes. Nous poussons les élus de la majorité dans leur retranchement et les mettons devant leurs contradictions. Nous faisons de la politique autrement, en favorisant le débat sur des sujets de fond. Nous avons pesé sur le plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET, en avez-vous peut-être entendu parler, qui a intégré une partie de nos demandes et permis de fixer un calendrier restreint pour sa mise en œuvre. Mais cela reste un combat de chaque instant. Nous n'avons eu de cesse de sensibiliser sur la ressource eau potable, ce qui a amené au changement de délégataire pour la distribution de l'eau, mais aussi permis l'harmonisation des tarifs sur l'ensemble du territoire. Le sujet et les enjeux restent importants et majeurs pour nous tous. Le prochain mandat, et l'année 2030, permettra de faire le choix de revenir sur une régie publique en lieu et place de la délégation de services publics, donc déléguée à un opérateur privé, enjeu particulièrement important pour notre territoire et tous ses habitants, à la fois pour la sécurité de la qualité de l'eau, pour son accessibilité et pour son tarif.
Nous analysons les bilans de gestion des nombreux délégataires privés qui gèrent les équipements aquatiques et culturels. Nous ne cessons de solliciter l'accès de tous à l'ensemble des déchetteries de l'agglomération, sujet que nous portons seuls, mais qui a toute sa cohérence et dont la majorité est incapable de se saisir. Pour vous donner un exemple illustré, il y a un projet de créer une déchetterie à Crône, alors que les Crônois pourraient traiter la déchetterie de Montgeron. Mais, comme nous ne dépendons pas du même syndicat intercommunal, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, tout simplement. Il faut dire que les élus majoritaires ne participent pas, ou trop peu, au travail des commissions, et ils sont peu associés aux décisions importantes, réduisant leur rôle à venir siéger en chambre d'enregistrement des décisions qu'est devenu le conseil communautaire. Nous avons donc tant à apporter au quotidien de nos habitants. Notre boussole, ce sont nos vraies valeurs profondes. Nous devons garder le cap, même si par moments c'est très difficile. Nous avons la fierté de nos convictions et de nos programmes, même s'ils ne sont pas encore majoritaires. Car nos engagements payent. À Crône, par exemple, nous avons réussi à faire réapparaître le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui avait disparu. Ça marche plus. Le triptyque, donc liberté, égalité, fraternité, avait disparu après les travaux de rénovation de la mairie. Et cela sans que ça n'affecte les équipes majoritaires. Et pourtant, notre devise au fronton de la maison commune a bien tout son sens. Vous le savez, de nombreux enjeux vont impacter notre territoire dans les prochaines années. L'avenir de nos forêts, de nos bords de Seine, nos conditions de circulation et de déplacement, nos infrastructures, les bassins d'emploi. Et c'est par l'engagement et la mobilisation citoyenne que nous pourrons peser, car les majorités actuelles, croyez-le bien, cherchent par-dessus tout à nous éloigner des décisions majeures. Pas de concertation sur le plan de transport bus, aucun débat sur la politique culturelle, absence d'implication citoyenne dans le renouvellement urbain, pas de communication sur les enquêtes publiques, comme c'est le cas par exemple à Crône sur le plan local de l'urbanisme. L'enquête publique débute le 28 janvier prochain et même pas un mot lors des cérémonies des vœux du maire à la population, alors que ces enjeux sont majeurs. Par notre nombre, par nos engagements, nos valeurs, nous pouvons déplacer les montagnes. Avoir renvoyé l'ancien député après 27 ans de mandat en est une preuve flagrante. Camarades, amis, vous toutes, vous tous, soyons fiers des valeurs du programme du nouveau Front populaire. Elles sont notre gouvernail et nous avons les arguments pour convaincre. Je vais conclure mon propos par ces quelques mots d'Albert Camus, tirés de son œuvre « L'étranger », un des premiers livres qui m'a bouleversé. La vie est souvent injuste, mais nous ne pouvons pas laisser cette injustice nous abattre. Belle année 2025 à toutes et à tous. Poursuivons nos actions avec force. Ensemble, soyons prêts à mener les prochaines batailles dans l'unité qui nous va si bien. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, monsieur le député, monsieur le conseiller municipal et d'agglomération, monsieur le président du conseil de développement. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. C'est à la fois un plaisir et un honneur. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter, même si je ne vais pas remonter aussi loin que Christophe, puisque moi, au lycée, c'était la réforme, c'était la révolte des lycéens pour avoir plus de moyens, plus de pions. C'était Jospin qui était ministre de l'Éducation nationale, et c'était également le lycée, mes premières manifestations. Mais je vais parler d'aujourd'hui. Simplement pour vous dire que je suis dans la vie avant tout une maman solo de 2 adolescents de 14 ans et 18 ans et que je suis directrice d'une association d'entrepreneuriat féministe. Alors ça, c'est ce que je fais à 100% de mon temps. ou plutôt parce qu'il faut travailler plus que 100% du temps quand on s'engage. Et si je m'adresse aujourd'hui et ce soir à vous, c'est en tant que députée suppléant de Béranger-Sermon.
Alors, l'été dernier, suite à la dissolution surprise provoquée par Emmanuel Macron, nous avons défendu ensemble le programme commun du nouveau Front populaire pour faire face aux urgences sociales, démocratiques et environnementales. Alors, malgré le déni présidentiel du résultat des urnes au niveau national qui empêche la mise en œuvre de nos mesures pour améliorer la vie des gens concrètement, on peut quand même se réjouir au niveau local de l'élection de Béranger Sernon, qui a mis un terme à 27 ans de mandat du député sortant, allié de Marine Le Pen, et qui se réjouissait il y a encore quelques semaines de la victoire de Donald Trump. Alors d'abord, je veux féliciter et remercier notre nouveau député de nous représenter dignement à l'Assemblée nationale. Alors, pour compléter ma présentation devant vous ce soir, j'ajoute que je suis également donc conseillère municipale d'opposition à Montgeron et qu'avec mes colistiers, nous avons fondé une association citoyenne de gauche et écologiste, Montgeron en commun, qui depuis 5 ans, sur le terrain, à Montgeron, agit pour une ville plus humaine, par des propositions politiques concrètes qu'on élabore de manière démocratique et collégiale entre nous, par des actions de sensibilisation, par des actions de solidarité, par des actions de lutte, bien évidemment. Alors, je suis également conseillère communautaire d'agglomération Val d'Isère-Val des Seines, donc je siège dans le groupe minoritaire, je dirais cette fois, comme mon camarade Christophe Carrère, avec aujourd'hui Éric Basset qui a succédé à Karine Selani et François Guignard. Alors, je ne vais pas vous en parler plus, peut-être juste vous dire que j'ai été pendant 3 ans au sein de la commission culture, sport, vie associative et vie démocratique de l'agglomération et que depuis bientôt 2 ans, j'ai rejoint la commission excellence environnementale qui a un très large éventail d'actions puisque ça concerne à la fois le plan climat air énergie territorial, l'énergie, les déchets, le quart du budget de fonctionnement de l'agglomération et vos impôts locaux, concrètement la mobilité, la vie économique locale, l'aménagement du territoire, donc c'est vraiment très large. Alors maintenant, on va dire que vous savez qui je suis. Moi, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez, vous. Et donc j'ai envie que vous puissiez répondre à ces quelques questions. Alors, en levant la main ou en vous levant, enfin, comme vous le sentez, qui se sent joyeux et enjoué ces jours-ci, en ce moment, parmi vous. Très bien, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de lever la main. Merci. Je vois une poignée, je sais pas, des poignées. Qui se sent déprimé ou abattu? Qui se sent en colère? Qui se sent angoissé? Angoissé. Alors, par rapport à cette prise de température, je vois que vous êtes ça en colère, majoritairement. J'aimerais que vous réfléchissiez quelques secondes dans vos têtes à est-ce que votre état se modifie quand vous pensez à la situation mondiale, à la situation française,
à la situation locale. Alors, pourquoi est-ce que je vous pose la question? Alors, parce que lorsque j'ai demandé à Béranger, au vœu de nos camarades communistes, le week-end dernier, s'il avait une idée en tête, quand il m'a demandé de prendre la parole ce soir, il m'a dit que je pouvais, par exemple, partager avec vous les moteurs de mon engagement. Alors, j'ai fait toute une introspection en disant bah, pourquoi je me suis engagée. Pourquoi je me suis engagée dans les associations. Dans les associations, il y a plus de 30 ans. D'abord bénévolement, et puis depuis 15 ans professionnellement. Pourquoi ensuite, il y a quelques années, beaucoup plus récemment que mon camarade Christophe, ai-je franchi ensuite le cap de m'engager dans la politique locale, dans la vie de la cité. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit qu'il y avait deux feux en moi qui régissent l'énergie de mon engagement, qui ont été chacun d'eux allumés dans mon enfance. Pour ceux qui étaient là à la réunion publique cet été, donc dans ma tour HLM du 93, et qui sont toujours présents aujourd'hui. Le feu de l'indignation face aux injustices. Et l'autre feu, qui est l'amour de l'humain. L'amour de l'humain qui s'est élargi en grandissant à l'amour du vivant. Alors je dis en grandissant, c'est par pudeur pour ne pas dire en vieillissant. Mais en tout cas, cet amour des gens, c'est une des raisons pour laquelle je vous ai demandé comment vous allez ce soir. Parce que déjà, ça m'intéresse vraiment. Parce que j'aime vraiment être authentiquement en lien avec vous, avec les gens en général. Et je dois dire que c'est ce qui me pousse. C'est ce qui me pousse à aller en porte-à-porte, à discuter avec tous les habitants, toutes les habitantes, même, et peut-être même surtout, si nous ne partageons pas la même vision du monde, les mêmes idées politiques. C'est souvent très instructif et je trouve quasiment toujours un terrain commun, qu'il soit dans un besoin universel ou dans une valeur partagée. Alors, l'autre raison qui m'a poussée à vous demander comment vous vous sentez en cette année où la santé mentale est la grande cause nationale, paraît-il, c'est parce que quand j'ai commencé à faire mon introspection et à rédiger une première version de ma prise de parole de ce soir, j'ai fait la liste de toutes mes indignations dans ce moment, au niveau mondial, au niveau français, au niveau local. Toutes les injustices. Et elles étaient nombreuses. Et mon ventre se nouait et mon humeur s'assombrissait. L'angoisse. Alors je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent de les ressasser en cette soirée de vœux pour 2025? Finalement, ces injustices, vous les connaissez, elles sont de plus en plus nombreuses, de jour en jour, sous nos yeux sidérés. Alors pourquoi? Parce que quelques hommes ont peur. Quelques hommes ont peur. Quelques hommes ont peur de perdre leur domination de plusieurs siècles, se réfugient dans le déni de la réalité, dans le déni des limites planétaires. Et ainsi, ils accélèrent juste les risques d'autodestruction de l'espèce humaine, méprisant les souffrances de celles et ceux qu'ils ont désignés comme boucs émissaires, ou même simplement comme maillons faibles, et au moins la moitié de l'humanité dont je fais partie est concernée.
Alors Gramsci disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Ben, on y est. Les monstres sont là. Seulement 7,8% de la population mondiale vit dans une démocratie complète en 2024, selon l'indice de la démocratie de, excusez mon accent, Economist Intelligence Unit. Ces quelques démocrates, donc dans ces 7,8%, il y a les Françaises et les Français. Donc autant dire que c'est aussi des démocraties qui sont aujourd'hui malades et plus que menacées. Autre symptôme, en 2024, il y a eu 59 conflits armés dans le monde, chiffre le plus élevé depuis 1946. Alors je ne vais pas faire la liste des autres symptômes. Mais le bulletin médical est incontestable. Je ne suis pas médecin. Mais nous traversons une crise de peste brune. Dans ce contexte, le feu de l'indignation, celui qui se traduit par la colère chez nombre d'entre vous, ne cesse d'être nourri tous les jours, au risque de nous dévorer de l'intérieur, au risque de nous sidérer, de nous épuiser. Alors, je veux parler de l'étape d'après. Il y a l'injustice. Je préfère les taire ce soir. C'est pas le moment. Il y a l'indignation. Et après, il y a l'action. Et c'est de cette étape-là que j'ai envie de parler ce soir, parce que c'est ma thérapie personnelle. Et peut-être que ça parle à certaines et certains d'entre vous. Alors Einstein aurait dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Vous qui êtes là ce soir, vous faites partie de ceux qui ne regardent pas sans rien faire. Que vous soyez fonctionnaire, agent des services publics, élus locaux de tous bords, bénévoles, professionnels du secteur associatif, militants politiques, syndicalistes, simples citoyens engagés dans la cité. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous faites partie de ceux qui agissent. Et si vous ne vous sentez pas encore dans l'action ce soir, mon espoir, c'est que vous ayez envie de trouver votre propre mode d'engagement à partir de demain. Voilà, pas plus tard que demain. Par exemple, au sein du millier d'associations qui existent dans les 5 villes de notre circonscription, et on a des dignes représentants ce soir, oui, vous avez bien entendu, plus de 1000 associations dans notre territoire qui font un travail remarquable dans les domaines du social, de la solidarité, de l'environnement, de l'éducation, du handicap, de l'art, de la culture, du sport, qui travaillent avec les enfants, les jeunes, les aînés. Alors, je veux vraiment profiter de ces vœux pour rendre hommage à tous les acteurs associatifs. Tous les acteurs associatifs du territoire qui pallient trop souvent nos services publics, sans une reconnaissance à la hauteur de leurs efforts et qui améliorent tant la qualité de notre vie localement. Donc, merci. Alors, en complément de l'indispensable et essentielle lutte pour changer les règles du jeu, qui produisent toujours plus d'injustice, moi, je crois, comme Christophe, à l'importance de l'action locale. À l'importance de l'action locale pour préparer en complément, pas en substitution, je veux bien parler de complémentarité d'action, pour préparer ce monde nouveau qui tarde à apparaître
pour protéger les gens des effets destructeurs des convulsions de l'ancien monde. Une citation du poète Hölderlin m'a accompagnée tout au long de l'année 2024, et je crois qu'elle va encore m'accompagner un petit bout de temps. C'est « Là où est le danger, croit aussi ce qui sauve ». Un exemple, au pire moment de la Seconde Guerre mondiale, les résistants ont conçu le programme des Jours heureux. Alors nous n'en sommes heureusement pas encore là, et le pire n'est jamais certain. Mais n'attendons pas le pire pour tirer le meilleur de nous. Ce que nous pouvons faire ici et maintenant, c'est agir localement au niveau de notre agglomération et de nos villes, pour que notre territoire commun soit un territoire qui protège, un territoire qui prend soin, un territoire de lien qui met l'humain au cœur, avec des politiques et des services publics de qualité. Alors un territoire qui protège de quoi? Qui protège la pollution de l'air qui tue des milliers de personnes chaque année, du bruit, par exemple avec une extension du couvre-feu à Orly, qui protège des inondations, qui protège des canicules, par exemple en développement des îlots de fraîcheur, qui protège en permettant des liaisons douces, connectées et sécurisées, en ayant des bus fiables et gratuits, en assurant la tranquillité publique grâce à un investissement réel dans la prévention de terrain, dans l'articulation avec les collectifs d'habitants, dans la formation et l'emploi de la jeunesse. Et c'est que quelques exemples. J'ai pas envie de faire un programme, je ne suis pas en campagne. Mais un territoire qui protège, un territoire qui prend soin en matière de santé. Au niveau de l'agglo, on a le contrat local de santé, des articulations à faire avec les autres collectivités locales. En matière de logement digne, en matière d'accompagnement des habitants des quartiers qui sont en transition urbaine, parce qu'on a des plans de rénovation urbaine qui durent des années et les gens se sentent abandonnés parce que ça dure très longtemps, que les commerces disparaissent et les services publics un par un. Un territoire qui prend soin évidemment de nos écoles, de la jeunesse, des espaces naturels, de la nature en ville, de toutes et tous en développant l'accessibilité. Enfin, on est en retard. Un territoire de lien. Et ça, c'est le sport, la culture, la vie associative, le vivre ensemble. Bref, on a matière à construire ensemble. Mais pour construire ensemble, nous avons d'abord besoin de combattre les tentations d'abattement et de morosité. Nous avons besoin de continuer à tisser en commun ces liens qui font du bien, de nourrir l'espoir et la joie d'agir ensemble. Alors Angela Davis a récemment déclaré dans la presse: quand le fascisme est là, l'espoir est une exigence. Alors je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle et heureuse année 2025 à titre personnel. Et je fais le vœu que 2025 soit marqué par la joie de l'engagement collectif et du vivre ensemble. Bonne année en commun à toutes et tous. Merci Christophe, merci Céline. Bon, pour la petite blague, j'avais dit 5 minutes. Si tu me remplaces à l'Assemblée nationale, sache que tout est chronométré et que 2 minutes, c'est 2 minutes. En tout cas, merci pour tous ces mots. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur adjoint de Banque de France, merci d'être là.
Rassurez-vous, nous n'allons pas vous faire écho ce soir. Mesdames et messieurs les représentants des mairies, mesdames et messieurs les représentants des associations, chère Céline, cher Christophe, chers amis, chers citoyennes et citoyens. Je suis ravi de vous accueillir ici à Hyères, ville où je réside et où je suis élu conseiller municipal. Je remercie d'ailleurs la ville de Hyères pour m'avoir prêté cette salle afin de célébrer ensemble cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2025, des vœux chaleureux, des vœux solidaires, des vœux humanistes. Que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de combats communs et surtout de réussite collective. Ces vœux sont particuliers, étant mes premiers en tant que député. Et je vous avouerai que quand je l'ai écrit, je me suis posé la question de savoir pourquoi on vient à des vœux. Bon, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on est pour on fait. Donc, bien sûr, on verra. Mais je me suis dit comment réussir à rendre le truc attrayant, attractif et intéressant. C'est donc avec un certain stress, mais surtout une grande passion que je m'adresse à vous. Il y a près de 6 mois, jamais je n'aurais imaginé ce moment, et je dois vous avouer que parfois je me dis mais qu'est-ce que tu as été foutre dans ce merdier? Il est parfois difficile de trouver sa place à l'Assemblée nationale, et encore plus si vous n'êtes pas de ce milieu. L'Assemblée nationale, c'est un monde à part où vous pouvez très rapidement perdre pied. Certains aiment à vous faire comprendre que vous n'êtes pas des leurs, et que votre place ici n'est pas forcément la vôtre. Vous imaginez bien que d'avoir remplacé M. Dupont-Aignan après 27 ans député et d'avoir battu le président du département, devenu ministre durant 3 mois, avant la chute du gouvernement Barnier, a fait pas mal parler et en a fait frémir quelques-uns. Et puis, les rencontres avec les habitants, les associations, les gens tout simplement me rappellent la nécessité de s'impliquer en politique et la nécessité d'arrêter de croire que l'Assemblée nationale serait réservée à une certaine élite. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma reconnaissance à celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent au service de l'intérêt général dans notre belle circonscription. Leur engagement et leur dévouement sont le socle de notre cohésion et de notre bien commun. Je souhaite bien évidemment dire un mot aux soignants, agents du service public de la justice, aux professeurs, à toute la communauté éducative, aux forces de sécurité, aux équipes de secours et d'urgence qui assurent la protection et l'accompagnement de chacun, aux agents de propreté, aux agents qui nous transportent, nous chauffent et nous éclairent. Leur engagement et leur action sont essentiels pour faire vivre notre promesse républicaine. Merci également aux élus locaux qui, au plus près des réalités du terrain, portent chaque jour la voix des habitantes et des habitants de notre commune et font vivre la démocratie locale. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'avec certains, les relations sont parfois compliquées. Oubli d'invitation, où on voit après la date du déroulement, non-application du protocole, refus de prise de parole, salle bizarrement indisponible, mais pourtant vide le jour demandé. Bref, on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne que le monde de la politique n'est pas rose et qu'il faut accepter de prendre des coups. Je le regrette car j'estime que lorsque l'on est élu, nous sommes avant tout au service de toute la population, et non pas d'une partie. Les élections ont élu des gens, et il faut là aussi le respecter. C'est tout simplement le respect de la démocratie. Ma porte sera toujours ouverte, et je tiens à ce que le dialogue, l'échange et la confrontation d'idées soient toujours présents. Nos désaccords doivent aussi servir à nourrir le débat, mais aussi nos réflexions aux uns et aux autres. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne cherchent pas la vie. Mais que mes opposants politiques sachent que je ne suis pas du genre à baisser les bras, loin de là, et que je ne baisserai sûrement pas la tête face à eux. 2026 sera l'occasion de leur rappeler. Au-delà des institutions et leur implication, je veux saluer l'ensemble des organisations qui participent à la vitalité de notre territoire. Associations et syndicats, votre action en faveur de la solidarité et du social est précieuse, et nous devons absolument être en soutien. Sans ces structures, sans ces bénévoles, rien n'est possible. Les associations sont aujourd'hui d'une immense importance, puisqu'elles permettent de tisser le lien social si indispensable, au vivre ensemble. Les associations souffrent, elles aussi, de l'austérité. Perte de bénévoles, car le temps libre se réduit avec des horaires et des lieux de travail de plus en plus éloignés, mais aussi une retraite qui s'éloigne et qui parfois oblige à travailler en plus de celle-ci car trop petite, et bien évidemment, le sujet des baisses des subventions. Les associations se retrouvent dans l'obligation d'augmenter leurs cotisations, amenant de fait à exclure les plus précaires, alors que l'on sait que l'accès au sport et à la culture est si essentiel. J'adresse enfin mes pensées les plus sincères aux habitantes et les habitants de notre circonscription. Que cette année soit placée sous le signe de la fraternité, de la santé et de l'engagement collectif. Soyez assurés de ma détermination à défendre vos intérêts, à porter vos aspirations et à me tenir à vos côtés, tant à l'Assemblée nationale que sur le terrain, toujours un pied dedans, toujours un pied dehors.
Un certain nombre d'entre vous me connaissent dorénavant, je vis sur notre circonscription depuis 2008, je l'ai raconté longuement et y ai construit ma vie. C'est un territoire riche de ses habitants et surtout de sa diversité. C'est une force collective incroyable. Depuis le 7 juillet dernier, sous les couleurs du nouveau Front populaire, j'ai donc l'immense tâche et l'immense chance de vous représenter à l'Assemblée nationale en siégeant sur les bancs de la France insoumise. Siège 620, si jamais vous me cherchez. À gauche. Bien, bien, à gauche. C'est une grande responsabilité et j'y mets toute mon énergie, soyez-en certains. Je connais notre territoire, ses forces, mais aussi ses difficultés. Et c'est avec cette connaissance du terrain et cette proximité avec vous que je m'efforce chaque jour de porter votre voix. Ces derniers mois, j'ai eu le plaisir de rencontrer de nombreux habitants, mais aussi des associations, des commerçants, des agents du service public. Tous, à leur manière, font vivre nos quartiers et nos communes. Ces échanges me donnent encore plus l'énergie de défendre une politique engagée, sociale et écologique. Une politique qui place l'intérêt général au cœur de l'action publique. Ils m'ont aussi permis de voir l'ampleur de la tâche qui m'attend et l'attente qui est placée dans la responsabilité qui est la mienne. Je sais également que nos petits commerçants et artisans traversent une période difficile. L'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat pèsent lourdement sur leur activité. Leur carnet de commandes reste malheureusement peu rempli, menaçant leur survie et affaiblissant nos centres-villes. Il faut soutenir ces acteurs essentiels de notre économie locale qui font vivre nos communes et créent du lien social. Consommer local, aller chez son petit commerçant, c'est un choix de société, et c'est le nôtre. Je voudrais aussi dire un mot des cahiers de doléances issus de la période de révolte des Gilets jaunes. François Bayrou en a parlé dans son discours de politique générale. Ce mouvement social est sans aucun doute le plus grand, mais aussi le plus répandu de ces dernières décennies. Très peu, voire aucune réponse politique n'y a été donnée, et tout le monde garde à l'esprit ce qu'il s'est passé. Les mesures d'urgence ont mis le couvercle sur le bouillonnement, mais la colère, elle, est toujours là, et les attentes se font toujours plus pressantes. Je pense qu'il est absolument nécessaire que les mairies y donnent accès. Ces documents, porteurs de la parole citoyenne, contiennent des revendications toujours d'actualité. Malheureusement, certaines mairies, dont certaines de notre circonscription, refusent encore de les rendre publiques, ce qui est une entrave à l'expression démocratique. Un courrier demandant de les rendre publiques partira d'ici quelques jours à ce sujet. En ce début 2025, je vous ai adressé une lettre pour détailler mon activité ainsi que les axes de mon mandat. Céline et Christophe vous en ont déjà donné un certain nombre d'éléments sur mon activité locale. Je ne reviens donc pas plus dessus, mais sachez que j'organiserai durant l'année des réunions publiques reprenant ces sujets. Alors j'espère dans des salles, et puis s'il n'y a pas de salle, ce sera dehors. Mais en tout cas, j'irai au plus près des citoyens et des citoyennes. Pour autant, quelques grandes lignes sur lesquelles je vais me battre durant mon mandat. Bien évidemment, la question des transports publics, avec un RERD qui doit s'améliorer, qui est vital, mais aussi augmenter sa fréquence, notamment sur la branche Melun. Les études de faisabilité avancent bien et devraient voir le jour pour le prochain changement de service, tout comme l'arrivée du RERNG qui sera une bouffée d'oxygène, mais aussi l'amélioration du service des bus, permettant leur correspondance avec le RER, ce qui serait quand même pas mal, et tout simplement qu'ils respectent leurs horaires. La question de la préservation de nos forêts est également un de mes combats, et ça tombe bien car notre circonscription en est remplie. La défense de l'ONF est essentielle, d'autant plus que nos forêts souffrent du dérèglement climatique. De plus, la maladie de l'encre noire rend inaccessible une partie de notre forêt. Et bien évidemment, la question des générations futures. L'éducation est un combat essentiel à mes yeux. Trop d'établissements souffrent du manque de professeurs, d'AES à Tatsen. Nous ne pouvons pas accepter que notre jeunesse subisse ça. Chaque enfant doit avoir accès à une éducation de qualité, dans de bonnes conditions. Sans éducation, pas de société. Sans éducation, pas de respect. Et sans éducation, pas d'égalité. J'ai découvert en septembre le nombre d'élèves sans affectation alors que la rentrée avait commencé. Effarant. J'ai découvert aussi personnellement la difficulté de mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé pour son enfant. Alors, on peut fanfaronner autant que l'on veut de ne pas supprimer 4000 postes d'enseignants. Encore faudrait-il tout simplement remplir les concours d'entrée. Il est urgent de redonner du sens à tous ces métiers, ainsi que d'avoir une rémunération digne de ce nom. Il est urgent d'avoir également des structures en nombre suffisant pour accueillir dans de bonnes conditions nos enfants. 9 ans. C'est le temps pour avoir une place dans un établissement spécialisé, obligeant parfois les parents à devoir scolariser leur enfant en Belgique ou en Suisse. C'est une honte. Tout comme de ne toujours pas avoir un lycée à Vigneux, qui est une ville de 32 000 habitants. C'est primordial et ce n'est pas possible de ne pas en avoir. Et enfin, un dernier mot sur nos retraités. Ils nous coûtaient cher,
Mais sachez que la volonté de gel de leur pension est inacceptable. Tout comme de vouloir taxer ce qu'on appelle des retraités aisés à partir de 2000 €. Il y a d'autres solutions et nous espérons bien que ce sera celles-là qui seront prises. Je souhaite m'attarder et développer un peu plus longuement, rassurez-vous pas de problème, l'actualité nationale, car finalement, c'est le cœur du système et c'est là que tout se décide du jour. Nous sommes bel et bien dans une situation de blocage au niveau budgétaire actuellement, mais qui traduit surtout un blocage institutionnel. Après Michel Barnier, Premier ministre censuré par l'Assemblée nationale en décembre dernier, une première depuis 62 ans, ce qui est quand même pas une paille, voilà François Bayrou, Premier ministre tant qu'il conviendra au Rassemblement national. Et pourtant, en juillet, qu'on le veuille ou non, il y a eu un gagnant. Le nouveau Front populaire. Alors certes, sans majorité absolue, mais c'est le LFP qui a le plus de députés élus. Dans une course à pied, vous gagnez d'un demi-orteil ou de 10 minutes, vous avez gagné. On peut contester, on peut dire que c'est une coalition de partis, on peut dire ce qu'on veut, mais en attendant, le résultat est là, et ce refus de le reconnaître n'est ni plus ni moins qu'un déni de démocratie. L'instabilité politique actuelle découle de ce refus de reconnaître le résultat après une dissolution du fait du roi Macron, se comportant comme si on lui avait cassé son jouet. C'est dans cette situation que se retrouve à nouveau Bayrou et le résultat sera donc le même qu'avec Barnier. Étant inenvisageable pour eux de nommer à la tête du gouvernement une personnalité de gauche désignée par le nouveau Front populaire, ils s'en remettent à l'exercice difficile et honteux de satisfaction du Rassemblement national. Difficile parce que cet exercice n'est rien d'autre qu'un numéro d'équilibriste voué à satisfaire des demandes de plus en plus importantes de la part de l'extrême droite. Honteux parce que cette position va à rebours de tout ce qui a fondé par le passé notre nation, barrer la route aux idées réactionnaires. L'extrême droite ne fera jamais une solution, tout simplement parce qu'elle défendra toujours le grand capital et qu'elle cherchera toujours à monter les gens les uns contre les autres. Elle alimente la haine et les peurs, car c'est son fonds de commerce. Bien sûr qu'il y a besoin de sécurité et qu'il y a besoin de justice. Personne n'a jamais dit le contraire. La preuve, c'est que dans notre programme, nous proposons d'augmenter drastiquement les effectifs de police, mais aussi de procureurs, de greffiers et autres. Mais nous n'avons radicalement pas la même manière de faire. L'austérité budgétaire ne permettra jamais d'avoir des effectifs supplémentaires. Les coûts budgétaires ne permettront jamais d'avoir une meilleure réponse policière et judiciaire. La répression à tout va n'a jamais rien réglé. Il faut le lier à la prévention, mais aussi à la justice sociale. Plus les inégalités augmentent, plus la violence s'exprime. Quant à l'immigration, rappelons quelques évidences qui échappent visiblement à certains. L'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Elle est essentielle dans bon nombre de métiers. Et enfin, on ne quitte jamais son pays par plaisir. Alors travaillons plutôt à réfléchir à comment permettre l'intégration de ces gens, qu'ils se sentent à l'aise avec notre langue notamment, et éviter le communautarisme plutôt que de rêver de les renvoyer dans leur pays. Quand on décide de partir de son pays, on va là où on a des liens, soit familiaux, soit linguistiques, mais sûrement pas pour ses aides sociales. L'humanité mérite bien mieux que ses pensées bien tristes. L'immigration existe depuis la nuit des temps et elle existera de toute manière toujours. Pour en revenir à notre Assemblée nationale, je crois que nous sommes allés au bout de ce qu'est notre Constitution et nous savons aujourd'hui à quel point ce régime présidentialiste empêche le bon fonctionnement de notre démocratie. L'impossibilité de la mise en place d'un budget en est un exemple frappant. On peut là aussi tourner la problématique dans tous les sens, sans nouvelle constitution, sans une réflexion profonde de nos institutions, de notre fonctionnement démocratique, nous ne pourrons pas trouver de solution. La dissolution possible d'ici quelques mois n'y changera rien. Il y a urgence à travailler et à œuvrer à une 6e République. Une grande campagne nationale va d'ailleurs être menée sur ce sujet très prochainement. Aujourd'hui, nous n'avons aucun regret à avoir voté la censure et nous n'aurons d'autre solution que de la voter à nouveau. Car les choix, notamment sur la question de l'écologie, des services publics et plus largement sur la question de la répartition des richesses, sont inacceptables. C'est de notre responsabilité et en adéquation avec le programme sur lequel nous avons été élus. D'autant que leur argument de dire que la censure a coûté 12 milliards, bon nombre d'économistes ont démontré que c'était faux. Et comment ne pas repenser aux paroles de notre chère Elisabeth Borne, Madame 49.3, qui nous expliquait, il y a encore quelques semaines, qu'au 1er janvier, notre carte vitale n'allait plus fonctionner. Heureusement, elle fonctionne, le nombre de grippe. Les charlots, et encore moins charlots, lui était vraiment bon. Le mot du moment est le mot stabilité. Il faut de la stabilité. Mais de quelle stabilité parle-t-il?
celle en réalité d'un ordre bien établi, où chacun continue à faire sa petite vie, son petit business, en mettant complètement la vie de millions de salariés qui, eux, souffrent d'une instabilité économique et institutionnelle créée par ces mêmes demandeurs de stabilité. L'inversion des responsabilités est hallucinante et ils ont en réalité peur de perdre ce qu'ils ont toujours fait, à savoir mettre la main sur les richesses créées par les salariés et sur le pouvoir, bien évidemment. Vous le savez, le budget qui nous est présenté pour 2025 est extrêmement austéritaire et en inadéquation avec les besoins du pays, que ce soit en termes sociaux, écologiques ou de santé. Ce budget qui nous est soumis est le même que celui de Barnier, mais en pire. On parle ici de 10 à 15 milliards de budget en moins. En moins pour les services publics notamment, avec un impact très significatif sur nos vies. La casse continue de nos services publics est en train de nous mettre droit dans le mur et il est urgent d'arrêter de supprimer autant d'emplois dans la fonction publique. D'ici 5 ans, 30% des fonctionnaires seront partis en retraite. À cela se conjuguent les démissions qui explosent et les concours qui ne sont plus pleins, allant même jusqu'à menacer, je cite, la souveraineté de la nation. Et c'est pas l'Humanité ou Libération qui le dit, mais une officine de l'État, à savoir France Stratégie. Il faut mesurer où c'est qu'on en est aujourd'hui. Budgétairement parlant, nous sommes confrontés à la fameuse règle de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher des nouvelles recettes, notamment auprès des plus riches et des grands groupes, qui eux peuvent visiblement continuer de se gaver en toute impunité. Et quand j'en entends certains nous expliquer qu'on ne produirait pas assez de richesses, et donc qu'il faut revenir sur les 35 heures, sur les retraites, travailler un jour gratuit, etc., alors que dans le même temps, nous venons à nouveau de battre le record de versement de dividendes, à savoir plus de 98 milliards, on se demande bien de qui se moque-t-on. Le discours ambiant de dire qu'il faut baisser les dépenses publiques pour réduire la dette est une pure folie et va nous emmener vers une crise sans précédent. Baisser les dépenses publiques, ça signifie des moyens en moins pour nos services publics, alors ils sont déjà tous à l'os. Mais là, nouveauté, il en sera de même pour le privé, comme par exemple le bâtiment, avec la réduction de la prime rénov', sans oublier la filière automobile, qui elle, est également au bord de la crise. Systématiquement, les saignées budgétaires sont mises en œuvre à coup de suppression de personnel, de fermeture des services et de dégradation de leur qualité. Ce sera aussi des aides en moins, et notamment pour les plus petites structures et pour le social. Un pays qui vit sous perfusion d'aides publiques, et je fais bien la distinction avec les dépenses publiques, qui elles sont essentielles pour nos services publics et les associations, et vacillant chaque année à l'arrivée du budget, n'est pas un pays qui vit, mais un pays qui survit. Il est urgent de relancer la consommation populaire. Et la solution est assez simple en réalité. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il est. Vous vous doutez bien que l'argent, ce n'est pas de l'eau, et donc que ça ne s'évapore pas. Cet argent est donc bien quelque part, dans la poche de certains. Alors quelques chiffres pour vous rassurer sur l'état de notre pays, qu'on dit proche de la faillite avec des taux d'intérêt qui explosent, et je ne sais quoi d'autre. Rassurez-vous, tout va bien, il suffit de prendre les bonnes décisions et d'avoir un peu de courage. Les 500 plus grandes fortunes de France possèdent autant que les 46% les plus pauvres. Autrement dit, environ 30 millions de personnes. Le versement de dividendes, je l'ai dit pour 2024, nouveau record, plus de 98 milliards. Alors on ne demande pas grand-chose, juste une meilleure répartition des richesses. Juste un contrôle des aides publiques qui représentent aujourd'hui 230 milliards et qui ne profitent qu'aux plus gros. Une taxe avait été votée sur la fraction supérieure de patrimoine d'un foyer qui dépasserait le milliard d'euros. Donc on l'a bien voté, et le gouvernement de Barnier, avec son 49.3, ne l'avait pas mis. Tout comme celui de Bayrou. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 13 milliards d'euros d'entrée dans les caisses de l'État. Donc je vous laisse faire le calcul, 2% de 1 milliard, il reste un peu à la fin du mois. Donc il faut arrêter avec ce discours anxiogène de c'est la crise, et 3 000 milliards d'euros de dette, et machin, et trucs, et blablabla. C'est le rapport aujourd'hui capital-travail qui a créé ce déséquilibre, et il suffit juste de le contrebalancer. Aujourd'hui, la part des bénéfices versés dans les salaires est absolument ridicule, et je ne vous parle même pas de la part allant à la recherche et au développement. D'année en année, la part allant au salaire s'est réduite comme neige au soleil. Et il est bon également de rappeler qu'un actionnaire ne produit aucune richesse, mais la pompe pourtant très largement, au contraire d'un ouvrier qui lui en crée, mais n'en voit que peu la couleur. Tous ceux qui vous expliquent que le problème c'est la valeur travail, là aussi dites-vous bien que cet argument ne vise qu'à une chose, vous faire travailler toujours plus pour créer toujours plus de richesses. Car sans travail, pas de création de richesse et donc pas de bénéfice. Le reste ne vise qu'à une chose, faire toujours passer les mêmes au tiroir à caisse. Le nouveau Front populaire a été élu sur un programme pour changer radicalement la vie des gens, et j'ai donc cette loyauté, chevillée au corps, avec notamment une promesse, abroger la réforme des retraites. C'est une réforme injuste et injustifiée.
Ça ne change pas, la retraite, nous l'avons à 60 ans et 40 annuités. Et là aussi, des solutions existent, il suffit juste d'avoir le courage de les mettre en œuvre. Égalité salariale femmes-hommes. Hausse de 0,25% des cotisations sociales, qui représentent 2 € par personne. Déblocage du fonds spécial. Des solutions, il y en a plein. Et là aussi, franchement, il faut qu'on arrête cette comparaison entre les pays. Chaque pays est différent. Et ce n'est pas parce que vos pays voisins décident d'aller travailler jusqu'à 70 ans, 73 ans, et en fait jusqu'à ce que vous finissiez dans le trou, qu'on est obligé de faire pareil. Je vais vous donner un exemple qui devrait vous parler. Si vos voisins sont cons, je ne pense pas que vous aimeriez le devenir. Bon, et ben là c'est pareil. C'est pas parce que vos voisins vont faire travailler les salariés jusqu'à ce qu'ils finissent. Le nouveau Premier ministre, dans son discours de politique générale, n'a même pas abordé la question du pouvoir d'achat ou de la répartition des richesses et a décidé de la mise en place d'une mission flash par la Cour des comptes sur les retraites. C'est que de la poudre aux yeux. Le corps, Conseil d'orientation des retraites, a déjà tout dit sur les chiffres des retraites. Nous savons comment financer notre propre réforme et abroger celle qui est en cours. Je rappelle aussi que les partenaires sociaux l'ont déjà dit, c'est non, et le NFP les soutiendra. La réalité, c'est que la Macronie s'accroche au pouvoir, que Bayrou cherche tout simplement à gagner du temps et que le vrai responsable de tout ce chaos, c'est bel et bien Emmanuel Macron, que 61% des Français veulent voir partir de la présidence de la République. Ouais. Dans tous les cas, que ce soit dans quelques semaines, si le gouvernement tombe, que ce soit en 2026, avec les élections municipales, ou en 2027 pour la présidentielle, notre pays aura des choix à faire et ils dépendront en grande partie de ce que nous ferons collectivement. Sur le plan international, il est urgent que notre pays retrouve une voix forte et respectable. Quelle honte de voir la France ne plus rien peser et même se ridiculiser régulièrement. À l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe et que les États-Unis voient arriver Trump et vouloir, il est urgent de travailler à ce que se taisent les armes et à la construction de la paix. Après de longues et douloureuses négociations, une trêve a été obtenue à Gaza. Ce cessez-le-feu offre une lueur d'espoir. Gaza est aujourd'hui un champ de ruines. C'est un espoir pour les populations palestiniennes et israéliennes qui n'auraient jamais dû endurer de telles souffrances. Espoir pour les familles des otages, dont la libération est une priorité absolue. Espoir aussi pour que cesse l'impunité face aux crimes commis. Mais cette trêve ne suffit pas. Elle doit marquer un tournant décisif. Il est aussi urgent de garantir l'accès à l'aide humanitaire, de permettre la reconstruction et d'assurer à Gaza un avenir débarrassé de la violence et de l'oppression. La paix véritable, nous la voulons, et pour citer Spinoza, la paix n'est pas l'absence de la guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. C'est cette exigence que nous devons porter, ensemble, avec nos différences, mais toujours dans le sens de l'intérêt général. Chers amis, l'année 2025 sera pleine de défis, et ensemble nous pourrons accomplir de grandes choses. Vous pourrez compter sur moi, sur mon engagement sans faille, pour défendre vos droits, pour porter nos combats, pour construire un avenir plus juste et solidaire. Mais en réalité, je vais surtout avoir besoin de vous. La politique n'est pas un métier, et ne devrait jamais l'être. Tout simplement parce qu'on milite, on défend ses idées, ses causes, par passion. Dès lors qu'on considère la politique comme son métier, alors nous le faisons par intérêt personnel. Et c'est là qu'on perd en toute réalité et toute conviction. Je ne peux que vous encourager à participer activement aux échanges et rencontres que l'on organisera tout au long de l'année, à venir nous aider à convaincre, sensibiliser et à redonner espoir. L'espoir qui nous anime tous, celui de laisser un monde meilleur que celui que nous connaissons aux jeunes générations. Le décalage que nous ressentons parfois avec nos élus est aussi dû à notre manque d'implication dans le collectif. Imaginez, seuls 6 ouvriers sur 577 députés, alors que 45% de la population active sont des ouvriers. Le décalage est énorme. Et c'est vos réflexions, vos interpellations qui doivent alimenter la réflexion politique, pas celle des pseudo-experts au cabinet d'expertise à la loi, là, qui régissent tout à coup de statistiques et de chiffres, alors que la vraie vie, c'est avant tout le facteur humain. C'est ensemble que nous pourrons faire avancer les projets qui feront de notre territoire un lieu plus dynamique, plus fort, plus uni. Alors, engagez-vous. Engagez-vous en politique. C'est pas un gros mot. Et encore une fois, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2025. Que cette année soit celle de la solidarité, du partage et de la réussite collective. Continuons ensemble à œuvrer pour une société plus juste, plus aimante et plus solidaire. Nous pouvons le faire, mais surtout, nous devons le faire. Merci à vous. Bravo.
promis. On va pouvoir manger. Le buffet est ouvert. N'hésitez pas, prenez le temps de discuter, d'échanger. C'est ce qui fait grandir le monde. Donc vraiment profitez. Et j'espère qu'on aura une belle année tous ensemble et qu'on fera de belles choses tous ensemble.